Quelle est l'influence des comportements de chasse et de prédation sur les groupes humains et les structures familiales de nos lointains ancêtres préhistoriques, s'interroge le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin. Quelles sont les dimensions symboliques, psychologiques ou cognitives de ces comportements de chasse ? Quelle est la part de prestige quand on rapporte une très grande proie que le groupe ou les familles vont pouvoir se partager ? Jean-Jacques Hublin, professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne, professeur invité titulaire de la chaire internationale de paléoanthropologie au Collège de France, nous a entraînés depuis la semaine passée dans une grande exploration des origines de la chasse chez les hominines, nos lointains ancêtres préhistoriques. Il achève aujourd'hui sa série intitulée L'homme prédateur sur quelques réflexions autour des effets des comportements de prédation sur les sociétés humaines. La série s'était ouverte sur les pratiques de chasse des grands singes et des hominines, qui appartiennent aussi à la famille des primates, avant de s'attacher à l'intensification de ces pratiques de prédation vers 2 millions d'années avant notre ère et l'apparition d'Homo erectus. Après avoir montré les ajustements biologiques liés à la chasse, notamment la capacité humaine à l'endurance, les innovations technologiques, utilisation d'armes, d'outils liés aux activités de boucherie, la diversité de l'exploitation des ressources, notamment l'introduction des nourritures aquatiques très bénéfiques au développement de l'homme, le chercheur a ouvert dans le cours précédent une série de questions autour de l'influence de la chasse sur l'organisation des sociétés humaines au Paléolithique et au Néolithique. Il a notamment mis en valeur les relations entre territoire et environnement, les différences de densité de population entre les milieux côtiers qui peuvent permettre une sédentarisation et une certaine sécurité alimentaire et des milieux plus difficiles. Il avait soulevé la question de l'apparition de la modernité culturelle et de sociétés plus complexes chez les chasseurs-cueilleurs. À la lumière des dernières découvertes et des différents débats, dans une approche interdisciplinaire mêlant disciplines anthropologiques, archéologiques, biologiques, Jean-Jacques Hublin interroge les relations entre les capacités d'innovation et les densités de population, mais aussi les pressions d'un environnement risqué sur la créativité des hommes. Comment se passe le transfert de nourriture, demande-t-il encore ? Y a-t-il eu un partage sexuel des tâches, les femmes ramassant des tubercules et pratiquant une chasse de petit gibier, faisant bouillir la marmite en un mot, quand les hommes s'épuiseraient à la chasse au grand gibier, activité certes prestigieuse, mais plus aléatoire. Et justement, quel est l'apport en nourriture des hommes, et notamment des grands chasseurs ? Quels bénéfices en retirent-ils ? Qui nourrit les enfants ? Comment les autres membres de la famille participent-ils à l'alimentation des petits ? Et d'où vient la violence ? La série s'achève sur cette terrible question et quelques macabres découvertes. Au-delà de l'image pastorale des chasseurs-cueilleurs, que pouvons-nous savoir aujourd'hui de leur comportement diffus de violence lié à la protection d'un territoire ? Et nous gagnons le Collège de France le 4 décembre 2018 pour le cours de Jean-Jacques Hublin, aujourd'hui Chasse et Société. Alors à l'autre extrémité du spectre, on a des groupes qui sont des groupes, dans le fond, qui eux développent des sociétés qui, à certains aspects, sont plus simples. Et on s'est beaucoup interrogé, je vous ai beaucoup parlé de densité de population, un sujet qui a beaucoup intéressé les anthropologues ces dernières années, c'est la relation entre cette densité de population, cette pression sur l'environnement, et puis la capacité d'innovation des groupes humains, donc leur capacité d'alimenter cette culture cumulative. Et il y a un exemple qui a beaucoup intéressé les spécialistes, c'est celui de la Tasmanie. Alors, la Tasmanie, c'est une île qui se trouve au sud de l'Australie, qui aujourd'hui est une île séparée de l'île-continent Australie, mais qui, pendant le dernier épisode glaciaire, à cause de la baisse des niveaux marins, était une partie de l'Australie. Donc au moment de la fonte des glaces, et avec la remontée des niveaux marins, l'Australie et la Tasmanie se sont trouvées séparées, et c'est lié à l'environnement, à la montée de l'aridité pendant l'épisode glaciaire, puis à la séparation de cette île, eh bien, on a des populations humaines qui se sont trouvées là et qui ont été non seulement isolées, mais surtout
affaibli du point de vue démographique. Alors, aujourd'hui, des Tasmaniens, il n'y en a plus. Depuis la colonisation de l'Australie et de la Tasmanie par les Anglais, malheureusement pour les Tasmaniens, les derniers d'entre eux ont complètement disparu il y a bien longtemps. Mais on a beaucoup d'informations sur leur façon de vivre. Et l'idée qui a été souvent répandue et qui a souvent été discutée, c'est l'idée que dans le fond, en même temps que cette diminution de population de chasseurs-cueilleurs dans ce territoire, on a une espèce de perte de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a des groupes qui semblent avoir perdu des technologies qui étaient connues de leurs ancêtres. Alors on cite des paniers, on cite ces espèces de pointes en os qui servent à coudre des vêtements. Et donc il y a eu toute une discussion sur le fait que, dans le fond, si la population diminue trop dans des groupes humains, et notamment des groupes de chasseurs-cueilleurs, il n'y a plus assez de monde, non seulement pour inventer des choses nouvelles et les transmettre aux générations suivantes, mais même pour conserver le savoir-faire des générations précédentes. Et alors ça a été en particulier décrit par un anthropologue américain qui s'appelle Heinrich, et il y a eu de nombreux travaux au cours des, disons, 10-15 dernières années qui ont essayé de modéliser cette idée. Alors, la modélisation, c'est de la modélisation mathématique, c'est-à-dire qu'on crée un modèle mathématique pour essayer de simuler combien d'inventions peuvent se faire par génération et qu'est-ce qui se passe s'il y a moins d'individus à chaque génération. Et des auteurs comme Shenan en particulier, qui est un anthropologue britannique, ont défendu très fortement cette idée que, dans le fond, la capacité d'innovation, elle était directement dépendante de l'effectif de la population. Et on a vu des publications comme celle-ci, où, en particulier, Shenan a mis en avant le fait que, peut-être, dans son esprit, je crois que c'est pas peut-être, c'est certainement, le développement de la modernité culturelle, on en a un petit peu parlé déjà, c'est-à-dire de la complexité technique et sociale qui accompagne le développement de l'homme moderne, en Afrique, disons, entre 100 000 et 50 000, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est essentiellement le résultat, en fait, d'un changement de la taille des populations. Et que, dans le fond, la raison pour laquelle l'homme moderne est apparu à ce moment-là, et la raison pour laquelle il est apparu en Afrique et pas ailleurs, c'est en fait essentiellement un effet de cette démographie. Dans le fond, pourquoi les Africains sont nos ancêtres ? L'idée, c'est que ils ont connu cette espèce d'explosion d'innovation à un certain moment, qui n'a pas pu se produire dans des zones périphériques des peuplements humains, comme l'Europe par exemple, parce que la population y était beaucoup plus faible, et elle est restée très faible très longtemps pour des raisons liées à l'environnement, au climat. Alors cette idée d'un lien entre la démographie et la capacité d'innovation a été quand même très sérieusement remis en cause. Alors non pas par les gens qui font de la modélisation, mais plutôt par des archéologues ou des ethnographes qui travaillent sur des vrais sites archéologiques ou des vraies populations, et qui, en gros, disent que ça n'est pas seulement la démographie qui explique la capacité d'innovation chez les groupes humains. En particulier, on a mis en avant le fait que, dans les zones arctiques, dont on a déjà beaucoup parlé, même si la densité de population est très faible, on a une capacité d'innovation et de complexité technique qui est extraordinaire. En fait, les Inuits, par exemple, sont parmi les groupes de chasseurs-cueilleurs qui ont développé les techniques les plus complexes pour leur habitat, leurs vêtements, la chasse, etc. Que donc il y a certainement d'autres paramètres qui y interviennent, comme par exemple le degré de risque que présente l'environnement. Donc je vais laisser de côté maintenant cette question de la densité de population et de ses effets sur l'organisation sociale et la complexité sociale pour en venir à la question du transfert de nourriture. Et vous vous souvenez que déjà, chez les chimpanzés, donc qui pratiquent occasionnellement la chasse
à des mammifères plus petits qu'eux, surtout des singes, des petits singes, eh bien, il y a des transferts de nourriture entre les chasseurs qui attrapent les proies et puis les autres individus. On en a déjà pas mal parlé, ce sont surtout les mâles qui chassent et ils donnent de la nourriture ou ils laissent d'autres individus prendre de la nourriture ou ils acceptent la demande d'autres individus qui peuvent être des mâles ou qui peuvent être des femelles avec un certain nombre de bénéfices dans ce transfert de nourriture, hein, c'est-à-dire que c'est ceux qui bénéficient de ces dons, si je peux dire, eh bien, peuvent ensuite se montrer coopératifs. Alors chez les hommes, ça ne se passe pas tout à fait pareil, mais on a dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, enfin en tout cas massivement, celles qu'on connaît, qu'on a étudiées depuis très longtemps, on a une division sexuelle des tâches. Alors c'est un sujet qui est un petit peu difficile à discuter aujourd'hui parce que l'anthropologie est une discipline qui s'est beaucoup féminisée et donc il y a beaucoup d'anthropologues qui remettent en cause ce modèle de l'homme qui va à la chasse et puis les femmes restent, elles restent pas à la maison, elles sont plutôt orientées vers le côté cueillette que du côté chasse. Donc il y a des collègues, surtout des collègues américaines, qui discutent beaucoup ce modèle, qui essaient de mettre en avant que les femmes aussi chassent. Alors bon, elles chassent des petites bêtes, elles chassent pas vraiment les grosses, hein, mais je ne pense pas que ça remette vraiment en cause le modèle général. Bon, elles ramassent des tubercules, des fois elles ramassent aussi des tortues, des lézards, des choses comme ça, mais c'est quand même pas pareil que d'aller tuer un bison. Et donc, il y a au sein de ces sociétés de chasseurs-cueilleurs tout un circuit, si je peux dire, de distribution de la nourriture dans les deux sens. C'est-à-dire il y a la viande que les hommes peuvent acquérir, un peu la viande que les femmes aussi peuvent trouver sur leur chemin, mais aussi beaucoup de nourriture qu'elles collectent. Là, ici, sont des femmes Hadza de Tanzanie avec des tubercules qu'elles ont récoltés. On va pas mal parler des Hadza. Alors cette question des circuits de distribution de la nourriture, c'est quelque chose qui est extrêmement important chez les hommes. Pourquoi ? Je vous le rappelle, parce que les hommes sont une espèce qui pratique ce qu'on appelle une reproduction coopérative. Et je vous rappelle que la reproduction coopérative, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait que ça n'est pas seulement la mère d'un petit qui s'occupe de lui, qui l'allaite, qui le nourrit jusqu'à ce qu'il soit indépendant. En fait, c'est un consortium, si je peux dire, d'individus qui rend cela possible. Et en fait, j'allais dire, dans la nature, une femme seule ne pourrait pas à la fois allaiter son enfant, je ne parle même pas du fait qu'elle pourrait en avoir d'autres, et en même temps trouver sa subsistance. Donc il y a chez les hommes des traits qui sont des traits biologiques, et puis des traits comportementaux qui rendent tout cela possible. Et l'un d'entre eux, je vous le rappelle, c'est le fait que les enfants sont sevrés de façon très précoce. C'est-à-dire qu'on est une espèce qui a un très long développement, mais très très longtemps à devenir adulte, mais les mères et les enfants d'ailleurs se séparent assez vite du point de vue de l'allaitement. Il y a un sevrage beaucoup plus précoce que chez les grands singes par exemple, ce qui permet aux enfants de bénéficier de transferts de nourriture d'autres adultes, puisque c'est de la nourriture solide qu'ils peuvent absorber et pas seulement le lait de leur mère. Et donc du coup, leur mère peut avoir d'autres enfants. Et donc ça donne à la démographie humaine un aspect très particulier. Mais cela implique évidemment un partage de nourriture. Et je vous ai déjà montré ce schéma. Chez un chimpanzé, la nourriture consommée, en gros, c'est la nourriture qui est extraite par cet individu de l'environnement, alors que dans des populations de chasseurs-cueilleurs, on a d'abord une consommation d'énergie qui est beaucoup plus élevée, on a un métabolisme basal plus élevé et une dépense énergétique plus grande, mais surtout, ce qui est très important, c'est que l'énergie extraite de l'environnement au cours de la vie d'un individu représente une courbe très différente de sa consommation de nourriture. En gros, on produit peu au début et on consomme beaucoup plus.
Et puis ensuite, dès qu'on arrive à la fin de l'adolescence, dans ces populations de chasseurs-cueilleurs, on se met à extraire de l'environnement beaucoup plus d'énergie qu'on en a besoin, et cette énergie, elle peut être redistribuée soit aux plus jeunes, soit aux plus vieux, et donc on a deux courbes qui sont complètement différentes, et ça implique tout un circuit de redistribution. Alors cette courbe, elle a été établie pour des hommes, par ce chercheur, et là-dessus, il y a toute une discussion pour savoir si c'est plutôt les hommes, plutôt les femmes qui donnent de la nourriture aux enfants. Voilà une étude où Kaplan aussi a participé, où on voit chez des Tsimane qui sont pas vraiment un groupe de purs chasseurs-cueilleurs, sont des chasseurs-cueilleurs, mais qui pratiquent une forme d'horticulture aussi, mais enfin ils sont un peu à la frange. Vous voyez que au cours de la vie, on a des transferts de nourriture vers les enfants qui sont extrêmement importants. Et vous voyez aussi que les grand-mères, surtout, quand elles sont grand-mères, quand elles sont vieilles, contribuent beaucoup à la nourriture des enfants et aident leurs filles. Et on a beaucoup élaboré là-dessus, en supposant même que la survie dans l'espèce humaine des femmes longtemps après la ménopause s'expliquait par l'avantage adaptatif donné par ce comportement. Enfin, vous voyez quand même que le père aussi produit pas mal de nourriture, et donc tout ça, ça va vers les enfants. Tout ça pour vous dire donc que cette idée de partage de nourriture, c'est quelque chose qui est vraiment central dans les sociétés humaines, et c'est quelque chose que nous devons apprendre très tôt. Alors je reviens à mes Hadza, ce chasseur Hadza, c'est la photo qui a servi pour l'affiche de mon cours de cette année. Donc ces Hadza sont des chasseurs-cueilleurs qui vivent en Tanzanie et qui ont été, les pauvres, qui ont été étudiés, surétudiés par des armées d'anthropologues de différentes écoles. Il y a des gens de mon département à Leipzig qui sont allés chez les Hadza. Tout le monde va chez les Hadza parce que malheureusement, il n'y a plus beaucoup de chasseurs-cueilleurs qui vivent de chasse et de cueillette. Donc on est tout le temps en train de parler des mêmes. C'est toujours les Boshimans, quelques groupes qui vivent en Amérique du Sud. Enfin, en Amérique du Sud, c'est compliqué parce qu'ils lancent des flèches pas que sur le gibier. Et donc on va chez les Hadza. Alors, un des problèmes de ces Hadza, c'est que évidemment, au fil du temps, à force d'être fréquentés par des anthropologues, ils connaissent aussi bien les anthropologues que les anthropologues ne les connaissent. Et leur comportement a changé. Par exemple, on sait qu'ils commencent par exemple à vendre de la viande de chasse parce qu'il y a des populations autour qui leur achètent, et donc tout ça, ça altère probablement leur comportement et leur organisation. Mais enfin, en tout cas, on a énormément de données sur les Hadza qui ont été l'objet de beaucoup d'études et de controverses, comme vous allez le voir. Donc ça, c'est une étude qui est très intéressante, qui vous montre comment les enfants Hadza, au début, qui sont pas très partageurs, comme tous les enfants, à partir de 6-7 ans, se mettent à échanger de plus en plus avec d'autres enfants. Et donc ça vous donne aussi une idée du détail dans lequel on a pu rentrer dans l'étude de ces populations. Il y a des gens qui vont voir les Hadza avec des petites balances pour mesurer qui donne quoi à qui, etc. Bon. Mais enfin, en tout cas, ça montre qu'il y a une pression sociale pour, dans le fond, encourager les enfants à apprendre le partage. Et ce partage, c'est quelque chose qui va devenir très important dans la vie des individus et dans leur succès reproducteur, comme vous allez le voir. Alors, il y a eu, comme je vous l'ai dit, toutes sortes d'études menées sur les Hadza, et en particulier, il y a un groupe qui a été dirigé par une anthropologue, une dame américaine qui s'appelle Kristen Hawkes, qui est membre de l'Académie des sciences des États-Unis, qui a produit énormément de travaux très intéressants. C'est elle qui est la mère, si je peux dire, de la théorie des grands-mères. Et Kristen Hawkes s'est beaucoup intéressée justement à cette contribution des hommes et des femmes et au partage des tâches dans cette production de nourriture. Et l'idée de Kristen Hawkes et des gens qui travaillent avec elle, c'est que dans le fond, quand on regarde quelle est la production de viande chassée par les chasseurs mâles qui s'éloignent du groupe et qui vont chercher du gros gibier,
Et ce qui se passe avec la nourriture végétale, dont je vous rappelle qu'elle est extraite par les femmes qui creusent pour extraire ces tubercules, eh bien, d'abord, les femmes ramassent beaucoup de tubercules, et que ces tubercules, enfin, une grande partie finit dans le household en anglais, c'est-à-dire dans la famille, en fait, hein, dans le groupe familial. Donc, en gros, elles font bouillir la marmite, d'accord ? Par contre, les hommes, vous voyez, ils vont chercher du gros gibier et, d'après les mesures de Kristen Hawkes et de ses collègues, la quantité de viande qui revient à la famille du chasseur, eh bien, c'est une proportion qui est très faible, qui est moins de 10% de la viande que ce chasseur va acquérir en tuant du gros gibier. Avec aussi un autre problème, c'est que la nourriture végétale qu'on va chercher en creusant pour extraire des tubercules du sol, il y en a tout le temps, donc il suffit d'aller creuser, on en ramène. Hein. Par contre, on peut rester très longtemps sans tuer une grosse bête. On peut rester 1 mois plus sans tuer une grosse bête. Et donc le modèle explicatif qui a été proposé par cette chercheuse, c'est que dans le fond, d'abord, ces Alsaces seraient, d'après elle, spécialisées plutôt dans la chasse au gros gibier, et que dans le fond, la raison pour laquelle les chasseurs veulent acquérir ces proies, c'est plus une question de prestige qu'une question d'avantage immédiat dans l'acquisition de ces proies. Et pourquoi une question de prestige ? Eh bien, parce que quand on tue une très grosse bête, eh bien, on la partage avec tout le groupe. Et dans le fond, en plus c'est quelque chose qui se voit, donc c'est un petit peu forme de, pas de vantardisme, mais presque, c'est un côté Tartarin de Tarascon un peu. Donc on ramène cette grosse bête, ou on emmène tout le groupe pour aller débiter cette grosse bête, et donc on acquiert un très très grand prestige. Et dans le fond, l'idée de ces anthropologues, c'est que ce qui est en jeu dans l'acquisition de très grandes proies, c'est une forme de compétition entre les mâles pour, dans le fond, attirer l'attention du groupe et des femmes, évidemment. Alors, ce qui est vrai, c'est que la chasse au gros gibier, en tout cas au très gros gibier, c'est une activité qui est extrêmement coûteuse en énergie. Pourquoi ? Eh bien, parce que la durée de la chasse est directement liée à la taille du gibier. Plus c'est gros, plus ça prend du temps. Et cela, de façon, encore une fois, sont des échelles logarithmiques. Donc ça vous montre que très très vite, dès qu'on recherche des bêtes très grosses, il faut passer non seulement des heures, mais des jours. Et puis aussi, le taux de succès baisse avec la taille des proies. Quand on chasse des petits animaux, dans le fond, une fois sur 2, au moins, on les attrape. Par contre, un éléphant, eh bien, c'est une fois sur 5. Donc, il faut courir derrière 5 éléphants pour en attraper un. Et une fois qu'on a eu l'éléphant, si je peux dire, eh bien, c'est pas fini parce que il faut, après l'avoir poursuivi pendant 2 jours, eh bien, il faut plusieurs jours pour débiter la carcasse de l'éléphant, la transporter, etc. Et donc, en fait, quand on regarde en termes énergétiques le bénéfice de tout ça, eh bien, on se rend compte que si sur le papier, la quantité de calories que peut fournir une proie comme un éléphant ou une girafe est évidemment énorme par rapport à une petite antilope, quand on a fait le compte des heures passées pour l'attraper, du fait que ça marche pas 4 fois sur 5, et qu'en plus il faut plusieurs jours pour le débiter, le transporter, etc., eh bien finalement, le retour en investissement, si je peux dire, en termes de bénéfices énergétiques de tout ça, eh bien, est en fait beaucoup plus faible pour des très grosses proies que pour des proies moyennes, pas toutes petites, mais des choses comme des antilopes, comme des impalas ou des petites antilopes de savane. Et donc, vous voyez déjà que dans cette chasse aux très grosses proies, il y a probablement quelque chose de plus que le simple désir d'attraper un gros morceau de viande. Il y a quelque chose qui peut-être a un rôle social en impliquant tout un groupe dans une grande chasse, donc qui renforce la cohésion sociale du groupe, peut-être aussi cet aspect de prestige que Kristen Hawkes et d'autres ont beaucoup mis en avant. Alors,
il y a quand même un problème avec ce modèle, c'est-à-dire du chasseur qui, dans le fond, chasse pour attraper de la viande, mais aussi et surtout pour se faire mousser un peu. C'est que quand même, quand on regarde le lien qui peut exister entre le succès à la chasse d'un individu et l'état de santé de ses enfants, et là, chez les Hadza, on sait qu'il y a des fluctuations de poids des enfants en fonction de la saison, si c'est de la saison sèche ou pas, on se rend compte de façon très claire que les chasseurs qui sont les meilleurs chasseurs, ceux qui ont la plus grande chance de succès, eh bien, ils ont les enfants qui grossissent le plus. Donc ça, probablement que c'est pas juste dû au prestige de leur père à l'intérieur du groupe, il doit y avoir quelque chose d'autre. Alors l'idée de Kristen Hawkes, c'est que, en fait, à cause de ce prestige, ces hommes, eh bien, ils récupèrent des femmes qui travaillent plus dur que les autres. Donc, il y a une relation entre la chance des hommes, enfin le succès des hommes à la chasse, et puis le temps pendant lequel les femmes creusent pour trouver des tubercules. Et en plus, évidemment, comme ils ont une renommée de grands chasseurs, ils arrivent à en avoir plus qu'une. Ils en ont une plus jeune, plus tard, quand la première a vieilli, etc. Vous voyez qu'il n'y a pas que les mâles blancs qui ont inventé ça. Et donc, au final, ils ont des enfants qui sont en meilleure santé, ils ont plus d'enfants, etc. Donc ça, c'est la théorie de Kristen Hawkes. Et alors, ces données qui ont été recueillies sur plusieurs années, elles ont été complétées par des données qui ont été recueillies plus tard par un autre groupe, alors qui est un groupe un peu concurrent, mais toujours chez les Hadza. Alors, Wood et Marlowe sont des hommes. Hein. Ils ont mesuré, pesé la viande, regardé combien de carcasses sont rapportées, etc., sur une beaucoup plus grande période de temps, et ils sont arrivés à des résultats quand même très différents de ceux de Madame Hawkes. Hein. Dans les données de Wood et de Marlowe, c'est un petit peu plus contrasté que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un lien très net entre le fait d'appartenir ou pas à la famille du chasseur et puis la proportion de la carcasse qu'on va consommer. Donc en gros, quel que soit le poids de l'animal, hein, on part de 0 jusqu'à des animaux qui font 300 kilos, vous voyez que d'une façon générale, il vaut mieux être de la famille du chasseur que de ne pas en être pour avoir accès à cette carcasse. Donc il y a un partage à l'intérieur du groupe, mais c'est quand même la famille qui en bénéficie le plus. Et surtout, on se rend compte que ces chasseurs qui partent dans l'environnement et qui ramènent de la nourriture, eh bien, ils ramènent pas seulement du grand gibier. Dans le fond, le grand gibier, c'est ce qui est le plus partagé. Mais ce que montrent Wood et Marlowe dans leur étude, c'est que dans le fond, ce gros gibier, c'est seulement une part de ce que les chasseurs rapportent. Ils rapportent aussi du petit gibier. Ce petit gibier, il peut être partagé, mais il peut aussi ne pas être partagé du tout. Il peut être consommé sur place avant de rentrer à la maison, ou il est rapporté entier à la maison. Et puis, ces chasseurs, ils rapportent aussi d'autres sources de nourriture, des fruits, du miel. Et là, les fruits, le miel, les choses comme ça, c'est en gros, ça va à la famille et c'est pas trop redistribué. Et donc, le résultat de tout ça, c'est que on a une autre explication, dans le fond, du fait que les enfants des meilleurs chasseurs sont plutôt en meilleure santé, et aussi du fait que, dans le fond, les femmes, elles préfèrent vivre et se marier avec les bons chasseurs plutôt qu'avec les autres, pas seulement pour le prestige. Hein. Donc, quand on regarde, par exemple, la quantité de nourriture par rapport aux proies rapportées qui est consommée par les femmes du chasseur par rapport aux autres, c'est-à-dire le chasseur lui-même et puis les autres femmes, vous voyez que les femmes s'en tirent pas mal. Pareil pour les enfants, c'est-à-dire les enfants du producer, c'est celui qui ramène le gibier, et mange quand même plutôt mieux que les autres. Et d'une façon générale, on voit que entre les meilleurs chasseurs et puis les chasseurs qui sont moyens ou moins bons, eh bien, il y a une différence quand même considérable de la consommation d'énergie, enfin la consommation de nourriture à l'intérieur de la famille. Et de façon qui n'est pas très surprenante, dans le fond, on se rend compte que
les meilleurs chasseurs ont plus de chances d'être mariés et d'avoir des enfants que les autres. Et donc, on a les hommes mariés avec des enfants qui, d'une façon générale, rapportent plus de calories au groupe que ceux qui sont mariés sans enfants et qui eux-mêmes rapportent plus que ceux qui sont célibataires. Donc tout ça, c'est assez cohérent. Alors, je voudrais pas trop forcer le trait dans ce débat entre Marlowe, Wood et puis Kristen Hawkes et tous ces gens-là. En fait, ce que j'essaie de vous dire en vous présentant cet exemple, c'est que, dans le fond, rapporter de la nourriture de la chasse, évidemment, c'est très avantageux pour celui qui se montre un bon chasseur, et c'est aussi très avantageux pour sa famille directe, mais il y a aussi quand même toujours cette dimension de partage avec les autres, bon, même si, j'allais dire, les idées de Madame Hawkes et de ses descendantes ont été quand même un petit peu atténuées, si je peux dire, dans leur expression, il est certain quand même qu'il y a aussi ce bénéfice secondaire qui est un bénéfice de prestige dans le groupe, qui rend, disons, la vie sociale plus agréable. Dans le fond, on a envie d'être avec les meilleurs chasseurs, pas seulement parce que c'est des bons chasseurs, mais aussi parce qu'ils redistribuent et aussi parce que, bon, il vaut mieux avoir un voisin qui est sympathique, riche, etc., etc. Quand même, il y a une chose, sans vouloir paraître trop darwinien, il y a une chose quand même qu'il faut souligner, c'est que si effectivement les chasseurs qui sont les meilleurs chasseurs ont un plus grand succès reproductif, c'est-à-dire ils ont plus d'enfants, et des enfants qui ont une meilleure chance de survie, qui sont en meilleure santé. Donc, du point de vue de la sélection naturelle, ça veut dire en gros que depuis quand même pas mal de dizaines de milliers d'années, les hommes, et quand je dis les hommes, je veux dire les mâles de l'espèce humaine, sont sélectionnés pour être des meilleurs chasseurs, puisque c'est eux qui ont le meilleur succès reproductif. Et donc, il est quand même probable qu'un certain nombre de capacités ont été sélectionnées chez les hommes pour obtenir ce résultat et pour les maintenir dans ce succès reproductif. Un autre point qui est celui donc de la division sexuelle des tâches. Donc, on a un petit peu parlé à propos des Hadza, et donc ça existe, je vous l'ai dit, dans des tas de groupes de chasseurs-cueilleurs qui ont été étudiés. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une division sexuelle des tâches quand on remonte chez les Néandertaliens, chez les Homo erectus ou avant, hein, et quand est-ce que c'est apparu dans l'évolution humaine? En fait, évidemment, c'est très difficile d'aborder ce genre de sujet, parce qu'on n'a pas d'observation, on ne peut pas aller peser avec une petite balance qui mange quoi et qui fait quoi, et observer ça dans le passé. Donc on est obligé de se rabattre sur d'autres éléments, et en particulier, il y a deux chercheurs, Mary Steiner et Steve Kuhn, qui ont produit, il y a une dizaine d'années, plusieurs articles sur cette question avec des arguments qui sont assez intéressants. Leur angle d'attaque de cette question-là, c'est la présence de petits gibiers, de gibiers diversifiés dans les sites archéologiques. Alors, je vous explique rapidement quelle est leur idée. Leur idée, c'est que quand on remonte dans le Paléolithique et qu'on arrive jusqu'au Paléolithique moyen, donc l'époque en gros où en Europe vivent des hommes de Néandertal, on a une très grande prédominance du gros gibier dans les sites archéologiques. Donc on trouve surtout en Europe, dans les sites archéologiques, du renne, du bison, du cheval, des animaux de ce format-là. C'est la proie essentielle de ces hommes de Néandertal. Et puis, on voit autour de 40-45 000, on voit un changement qui a été observé dans différentes régions. Donc, ces chercheurs ont travaillé aussi bien en Europe qu'au Proche-Orient. On voit apparaître de plus en plus de petits animaux, alors qui peuvent être des petits animaux faciles à attraper parce qu'ils sont lents, vous savez, tortues, des choses comme ça, ou qui peuvent être plus compliqués à attraper, par exemple des oiseaux. Mais on voit un développement très rapide de ce nombre de proies. Donc l'idée qui a été soutenue par ces chercheurs, c'est qu'il y a une diversification des proies avec un ajout aux proies de grande taille de proies beaucoup plus petites et
qui sont forcément acquises d'une façon différente. Et pour Mary Steiner et Steve Kuhn, ce passage du paléolithique moyen au paléolithique supérieur, en fait, correspond à la mise en place peut-être de cette division sexuelle des tâches qui, auparavant, n'aurait pas existé. Pourquoi ? Eh bien parce que, dans le fond, comme chez les chasseurs-cueilleurs aujourd'hui, enfin récemment, ce sont plutôt les femmes qui se concentrent sur le ramassage de tubercules, on a vu ça chez les Hadza, mais aussi la capture de petits animaux, par exemple chez les aborigènes australiens, des lézards, des choses comme ça. Eh bien, l'idée, c'est que l'apparition de ce genre de matériel, si je peux dire, dans les sites archéologiques, eh bien, traduit cette division entre hommes et femmes. Et d'après Steiner et Kuhn, probablement, à l'époque de l'homme de Néandertal, eh bien, on a une participation des femmes et des enfants à la chasse au gros gibier. Alors, la chasse au gros gibier au paléolithique moyen, c'est quelque chose quand même qui devait être assez, risqué. Et on sait, par l'étude de restes squelettiques, et puis aussi à cause du type d'outils ou d'armes qu'on peut trouver dans ces sites, que c'est probablement non pas une chasse à distance, mais c'est vraiment presque un corps à corps avec le gibier parfois, avec des armes utilisées qui impliquent que vraiment on s'approche de très très près d'animaux. Alors là, c'est un renne, bon, ça paraît relativement inoffensif, mais quand il s'agit d'un cheval ou d'un auroch, c'est pas tout à fait pareil. Je parle même pas d'un rhinocéros. Et donc, Kuhn et Steiner ne vont pas jusqu'à prétendre que Madame Néandertal courait derrière les bisons pour les mettre à mort, mais en tout cas qu'il y avait des chasses collectives où probablement les jeunes individus, les femmes, participaient, par exemple, en effrayant le gibier pour le guider dans une certaine direction, des choses comme ça. Et que c'est seulement avec la diversification des ressources alimentaires au paléolithique supérieur, eh bien que là, il va y avoir une spécialisation des tâches avec des femmes qui vont plutôt se concentrer sur le ramassage de ressources, par exemple des coquillages. On a beaucoup parlé de développement de la ressource coquillage chez les hommes modernes. Et puis, au paléolithique supérieur, on voit apparaître des choses qu'on ne connaissait pas avant, par exemple des filets, des choses comme ça, et qui ont peut-être servi à capturer des petits animaux de façon beaucoup moins risquée que de la chasse au gros gibier. Alors cette idée qu'on n'a pas vraiment une division sexuelle des tâches dans le paléolithique moyen a quand même été assez discutée ces dernières années, et en particulier, il y a une étude qui a été publiée qui étudie un aspect assez particulier du comportement, vous allez voir, qui suggère qu'il y avait quand même déjà, même si les femmes néandertaliennes pouvaient peut-être participer à la chasse aux grands mammifères, il y avait quand même des différences dans le comportement. Alors on s'est intéressé à ces traces que l'on observe sur la denture antérieure des individus. On observe de façon courante, alors pas seulement chez les Néandertaliens, mais même chez des formes beaucoup plus anciennes, on observe des striations assez nettes sur les dents antérieures, les canines, les incisives, de la mandibule et du maxillaire. Et on interprète ces traces qu'on observe comme le résultat de l'utilisation de la bouche comme une sorte de troisième main pour maintenir des objets. Et surtout, peut-être quand on se nourrit, mais pas seulement, quand on prépare du cuir, quand on se livre à ce genre de tâches, c'est connu chez les Esquimaux par exemple, l'utilisation d'outils près de la bouche, près de la denture. Et donc l'utilisation d'un couteau pour couper la viande très près de la denture, comme c'était pratiqué encore très récemment chez des peuples arctiques, eh ben, tôt ou tard finit par produire ce genre de traces sur la denture. Et donc on s'est beaucoup intéressé à ces traces pour différentes raisons, en particulier pour déterminer si les gens étaient droitiers, gauchers, parce que si vous utilisez un objet coupant près de votre denture et que vous laissez des traces sur les dents avec votre main droite, eh bien ces stries vont être inclinées d'une certaine façon, si c'est à gauche, d'une autre façon. Et il y a eu une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, vous voyez, c'est en 2015, où des chercheurs essentiellement espagnols
ont analysé toutes ces traces, tous ces petits dommages qui sont faits aux dents antérieures avec certainement des outils de pierre, sur toute une série de dents néandertaliennes. Or, pour la plupart, elles viennent d'un gisement qui s'appelle El Cidrón, dans le nord de l'Espagne, mais il y avait aussi des dents néandertaliens d'autres sites, comme le site de l'Ortus, dans le sud de la France, donc une grande quantité de ces dents. Et ils ont comparé les résultats observés chez les individus que l'on considère comme des mâles et ceux qu'on considère comme des femelles. Et vous voyez que c'est assez curieux parce que quand on regarde ces dommages, on se rend compte que sur les dents supérieures, eh bien, ce sont surtout les hommes qui présentent des dommages. Sur les dents inférieures, c'est plutôt les femmes. Il y a aussi des variations, je n'ai pas représenté ça ici sur ma diapositive, en fonction de l'âge. Alors, on ne sait pas vraiment à quoi correspondent ces stigmates, mais on sait que, encore une fois, chez un certain nombre de populations de chasseurs-cueilleurs récentes, notamment arctiques, eh bien, il y a une utilisation intense de la denture pour préparer et en particulier des cuirs, des peaux pour fabriquer des vêtements, pour mâcher les bottes, les chaussures, etc. Volontiers, on se sert de ces dents comme d'un étau pour couper. Et donc, l'idée, c'est que même si la division sexuelle des taches était peut-être beaucoup moins éclatante et claire chez les Néandertaliens que chez les hommes du Paléolithique supérieur, il y avait déjà des différences dans les taches effectuées par un sexe ou par l'autre. Voilà, pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots d'un point qui peut paraître assez marginal à cette question de chasse et de prédation, mais qui n'est quand même pas si éloigné de tous les sujets que j'ai évoqués. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a un lien avec la densité de population et la taille des territoires. Je reviens là-dessus. On a, dans le fond, dans les zones qui ont une grande productivité, on a une densité de population de chasseurs-cueilleurs qui est beaucoup plus forte. On a des groupes qui ont besoin de territoires qui sont des territoires beaucoup plus petits, dans lesquels ils pratiquent la conservation, le stockage de nourriture. Ils ont aussi des sociétés qui sont des sociétés plus complexes. Et dans le fond, c'est dans ces environnements-là qu'on s'attend à trouver plus de violence liée au contrôle des territoires, à la protection des territoires, que dans des milieux continentaux où il y a une productivité faible, où il y a une très faible densité de population, avec des territoires immenses qui sont parcourus par ces groupes. Et dans le fond, la question qui se pose, c'est ces violences entre groupes, quand est-ce qu'elles apparaissent dans la préhistoire en relation avec ces territoires ? Vous vous souvenez que les chimpanzés eux-mêmes, qui vivent sur des tout petits territoires, défendent ces territoires. On a des patrouilles le long de la frontière, entre guillemets, par des mâles qui surveillent ce qui se passe et occasionnellement même qui vont faire un raid chez les voisins. Et malheureusement pour les voisins, si l'un d'entre eux est isolé, il va périr sous les coups des attaquants. La question, c'est, dans le fond, chez l'homme, quand est-ce que ce comportement territorial, violent, s'est développé ? Alors, l'exemple des chimpanzés pourrait suggérer que c'est apparu il y a très longtemps, dans le fond. C'est un petit peu comme la consommation de la viande. Alors, pendant le XXe siècle, on a eu tendance quand même à voir les groupes de chasseurs-cueilleurs de façon extrêmement pacifique, dans le fond. Et il y a toute une littérature sur le fait que tant que les hommes ne se sont pas convertis à des économies de production, à l'agriculture, eh bien, on n'a pas vraiment d'activité guerrière entre des groupes de chasseurs-cueilleurs. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'avec le néolithique, avec le développement de l'agriculture, on va voir un développement absolument spectaculaire de ces activités guerrières, et on a de véritables scènes de massacres qui ont été découvertes dans certains sites néolithiques. Mais cela étant dit,
disons, au cours des 20 dernières années, on a eu tendance quand même à réviser un peu cette notion d'une grande différence entre les temps paléolithiques, les chasseurs-cueilleurs pacifiques, etc., et puis les agriculteurs violents. Et en fait, d'abord, on s'est rendu compte que des groupes de chasseurs-cueilleurs récents pouvaient, à l'occasion, pratiquer des activités guerrières qui n'étaient pas juste des espèces de vendetta individuelle contre un individu ou une famille, mais qui étaient des choses un peu plus systématiques, si je peux dire. Et la question, c'est, dans le fond, dans les temps paléolithiques, en tout cas pour les sites dont on dispose, qu'est-ce qu'on peut dire de ce comportement territorial de défense, dans le fond, d'une ressource, dans un climat potentiellement de concurrence. Alors, pour les temps paléolithiques, on a peu de données. Je vous présente ici un exemple qui est assez exceptionnel. Il s'agit d'une sépulture qui vient d'un site russe, malheureusement j'ai oublié le nom ici, qui s'appelle Sungir, qui est un site qui n'est pas très loin de Moscou. On a trouvé plusieurs sépultures qui sont très spectaculaires parce que ces individus sont inhumés avec des objets de parure et probablement des vêtements sur lesquels étaient cousus des petites perles tout à fait spectaculaires qu'on retrouve dans ces sépultures. Il y en a une qui est très célèbre, qui est une sépulture avec 2 enfants qui sont accompagnés de tout un mobilier très très spectaculaire. Et tout cela, ça date entre 25 000 et 27 000 à peu près en datation radiocarbone, c'est-à-dire que ça nous emmène aux alentours de 30 000 ans avant le présent en chronologie calibrée. Et alors on a un homme adulte d'âge mûr, il doit avoir au moins une quarantaine d'années, et cet individu, il a sur la première vertèbre thoracique, donc la première vertèbre thoracique, c'est la première vertèbre en dessous du cou, il a une lésion qui a été provoquée manifestement par un objet aigu, pointu, probablement une arme de jet en pierre. Et cette blessure ne se trouve pas sur la face dorsale de la vertèbre, mais sur la face ventrale de la vertèbre. Donc c'est quelqu'un qui a pris probablement une arme de jet en pleine poitrine, à peu près à cette hauteur-là, et qui l'a transpercé, qui est allé se planter dans la colonne vertébrale derrière. Il en est mort. Alors, bon, c'est peut-être un accident de chasse, mais on ne sait pas. Plus loin dans le temps, je remonte là non seulement à Néandertal, mais aux ancêtres des hommes de Néandertal. Je vous montre aussi cet exemple qui est tout à fait frappant, si je peux dire. Il s'agit d'un crâne découvert dans le gisement de Cima de los Huesos, donc on est à 430 000 avant le présent. C'est le crâne 17, donc il a été trouvé au milieu de pas mal d'autres individus. Et ce crâne, il présente 2 trous sur le frontal du côté gauche. Et ces 2 trous sont des trous qui sont subquadrangulaires, qui ont été faits tous les 2 avec le même objet. Et quand on compare la face interne et la face externe de l'os, on voit très bien que c'est un objet qui a pénétré le crâne de l'extérieur et qui a fait exploser l'os à l'intérieur. Donc il a été frappé 2 fois avec la pointe d'un biface, quelque chose comme ça, et lui aussi il en est mort. Et on a dans ce site plusieurs autres crânes qui ont des stigmates de ce genre-là. Donc voilà, je vous présente ces exemples-là. On a aussi un néandertalien qui est un néandertalien terminal. C'est le dernier néandertalien qu'on connaît en France, en Europe occidentale, qui est l'homme de Saint-Césaire. Pareil, qui s'est pris aussi un coup sur la tête. Lui s'en est remis, mais il a eu quand même une sérieuse cicatrice. Donc tout ça pour vous dire qu'on a des traces de violence, mais le problème dans le paléolithique moyen ou même le paléolithique supérieur, c'est que on a quand même très très peu d'individus, et souvent ces individus sont représentés par des restes trop fragmentaires pour qu'on puisse vraiment analyser les causes de la mort. Donc voilà, on a des indices d'une espèce de violence diffuse, mais dans le fond, on ne sait pas vraiment l'interpréter pour l'instant. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin des temps paléolithiques, là, on commence à voir chez des groupes qui sont encore des chasseurs-cueilleurs et qui ne sont pas encore des agriculteurs, eh bien, des traces d'une violence
extrême et d'une violence de groupe. Et je veux quand même vous signaler une publication qui est sortie il y a pas très longtemps, en 2016, par une collègue brésilienne qui travaille à Cambridge, Marta Mirazonlar, et qui, avec son équipe, a publié une série de restes qui ont été découverts au Kenya, dans des sédiments qui sont des sédiments qui ont à peu près 10 000 ans, et qui sont des sédiments qui correspondent au fond la berge d'un petit lac. Donc c'est une espèce de marais dans lequel ces gens ont été abandonnés. Ce ne sont pas des sépultures, ils ont été, laissés là. Et sur ce groupe, je crois qu'il y a 27 individus au total, il y en a une douzaine qui sont bien conservés, les squelettes assez complets, et sur les 12 qui sont bien conservés, il y en a 10 qui présentent vraiment des traces de violence extrême, c'est-à-dire qui présentent des fractures du crâne qui ont été faites manifestement avec un objet contendant. Ils ont des chevilles ou des poignets brisés. Certains portent des pointes de silex plantées dans certains os. On a quelque chose d'absolument terrifiant. C'est un squelette d'une femme enceinte. Elle avait un fœtus à l'intérieur, dont apparemment les mains et les pieds ont été attachés et qui, elle aussi, a été mise à mort. Et donc, tous ces individus ont été laissés là. Donc, quand cette publication est sortie, ça a été terrible parce que des tas de gens ont dit « mais c'est épouvantable ». Dans le fond, il y a une espèce de rejet presque de cette découverte. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces gens étaient des chasseurs-cueilleurs. Et donc, je crois que ce dont témoigne ce genre de découverte, c'est que dans certains environnements, peut-être justement ceux que j'évoquais tout à l'heure, avec une forte productivité, un rapport important en termes de succès de la chasse, de l'exploitation de l'environnement, des territoires qui portent des populations un peu plus nombreuses avec des territoires un peu plus restreints, eh bien, on a probablement des comportements qui sont des comportements qu'on va voir se développer de façon beaucoup plus étendue pendant le néolithique. Et je dirais, l'autre face de la médaille, c'est qu'on peut se dire aussi qu'avec ces comportements violents, c'est aussi le développement de comportements altruistes, courageux, héroïques, voire qui se développent dans ces populations humaines. Et c'est pas seulement l'Afrique qui est exposée à ce genre de comportement. On a dans le Mésolithique européen, donc le Mésolithique, c'est vraiment l'extrême fin des temps glaciaires et puis le début surtout de l'Holocène, c'est-à-dire notre interglaciaire, donc des chasseurs-cueilleurs qui vivent dans nos régions, dans des environnements très différents des environnements dans lesquels les hommes du Paléolithique supérieur ont vécu. Et là aussi, on a des découvertes assez macabres. Je vous ai montré ces sépultures de Téviec et d'Eudic, vous savez, ces hommes qui étaient assis sous des ramures de cerfs, enfin des hommes et des femmes, et qui, pour certains, ont péri violemment. Une découverte qui a été faite au début du XXe siècle en Bavière, dans des grottes d'un endroit qu'on appelle Höfnet, et on a 33 têtes. Ce ne sont pas des crânes, ce sont des têtes parce qu'on a des traces de découpe sur les vertèbres cervicales. 33 têtes qui ont été déposées dans 2 espèces de nids, et qui ont été saupoudrés d'ocre. Donc des comportements qui sont des comportements chez des chasseurs-cueilleurs pas forcément très pacifiques. Voilà, je vais en finir sur cette note un peu triste, mais après tout, c'est mon dernier cours. Et simplement, pour conclure, je voudrais juste vous dire que, j'ai voulu vous montrer ces différents aspects de l'influence des comportements de chasse et de prédation sur la structure sociale des groupes, sur leur structure familiale, et même sur certains aspects qui peuvent être des aspects cognitifs, psychologiques, penser à la sélection des meilleurs chasseurs, pour vous dire que, dans le fond, la prédation, la chasse, c'est pas seulement rapporter de quoi manger à la maison. Il y a des dimensions symboliques, des dimensions qui, dans le fond, renforcent les liens sociaux, contribuent de façon majeure
au comportement reproducteur, au succès reproducteur des individus, aux raisons pour lesquelles on peut se retrouver marié avec quelqu'un ou pas. Vous voyez que c'est quelque chose qui envahit toute une sphère très complexe de comportements, y compris des comportements violents liés à la défense du territoire. Donc voilà, j'espère que je vous ai graduellement amené à la complexité des sociétés humaines de chasseurs-cueilleurs les plus récentes. Je vous remercie pour votre attention. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 4 décembre 2018 le cours de Jean-Jacques Hublin, aujourd'hui Chasse et Société. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2017 sous le titre Biologie de la culture, paléoanthropologie du genre Homo. Plus récemment, il a contribué à un bel ouvrage collectif, Une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances sous la direction de Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia et Alain Schnapp, aux éditions La Découverte INRAP. Je vous recommande également le passionnant